Donc, parce que interpréter Amadou Kourouma, n'est-ce pas, c'était visiblement aller au-delà, n'est-ce pas, du récit simple. Pour la bonne et simple raison que si on veut comprendre véritablement, n'est-ce pas, Amadou Kourouma, il faut tout simplement se référer à ce que disait donc quelqu'un comme Bernard Dadier. Bernard Dadier disait qu'en Afrique, le mot dit plus qu'il ne semble dire. Donc par conséquent, si on veut interpréter, n'est-ce pas, une œuvre, il faut, n'est-ce pas, se replacer dans le contexte sociologique, n'est-ce pas, de sa genèse. Donc, Kourouma, comme, disons, j'ai eu à le dire tout à l'heure, beaucoup, n'est-ce pas, d'interprètes, de critiques littéraires sont passés à côté. On lui a donné, on a dit de lui qu'il avait fait des études en linguistique, etc. Tout ça, il ne l'a pas fait. Lui, d'abord, il est titulaire du bac D, l'équivalent de S2. Donc, il a fait des études en actuaire, c'est-à-dire en courtage, n'est-ce pas, d'assurance, donc à Yaoundé. Alors, donc celui-là, il n'était pas destiné, n'est-ce pas, en disant à un dessin vérité, il n'était pas destiné à faire de la littérature, à être un romancier, un poète, etc. Donc, mais il est arrivé, n'est-ce pas, accidentellement en quelque sorte, en littérature. Donc, quand c'est Madeleine Borgamano, n'est-ce pas, qui a été la première qui est à la fois ethnologue et littéraire. Parce que quand vous êtes des ethnologues, vous comprenez le fonctionnement, n'est-ce pas, des peuples. Et elle avait cette possibilité-là, n'est-ce pas, de voir que, au-delà de tout ce que les gens disent, etc., Amadou Kourouma lui-même répond à cette question-là par rapport à son style. Quand, n'est-ce pas, il y a eu énormément de polémiques autour de comment son livre était écrit, etc., il a dit tout simplement, il a répondu à un journaliste littéraire dans Afrique littéraire, le numéro 10, n'est-ce pas, qui s'appelle Monsef Badaï. Il a dit en réalité que moi j'ai pensé en malinké et écrit en français. Vous savez, cette transposition, n'est-ce pas, c'est ça qui a créé pas mal de hiatus, n'est-ce pas? Et naturellement, il est allé aussi au-delà des adaptations morphosyntaxiques des Dadier, des Senghor, des Césaire, etc., pour véritablement casser, n'est-ce pas, à la langue française, donc toute sa structure pour imposer, n'est-ce pas, un parler africain. Ce qu'on appelle dans le roman de Henri Lopez, le petit français. Donc c'était normal aussi. Mais il a réussi quand même. Oui, il l'a réussi. Oui. Parce que ce qu'il voulait montrer, c'est qu'à un moment donné, il fallait sortir, n'est-ce pas, des sentiers battus. Donc il n'a pas été le seul. Mais il fait partie des pionniers qui ont montré que donc, les Africains n'étaient pas simplement des consommateurs passifs de la langue française, qu'on était devenus en quelque sorte des copropriétaires de la langue française. Parce qu'une langue, n'est-ce pas, appartient à ceux qui la parlent. Aujourd'hui, la langue française n'appartient pas à la France. C'est à tous les locuteurs, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui parlent la langue française, ce sont ces gens-là à qui appartient cette langue-là. Donc il a aussi montré que donc, la langue, le français africain avait atteint son indépendance intellectuelle. Donc on n'a plus besoin, en fait, n'est-ce pas, forcément d'écrire comme le blanc. Il faut prendre cette langue-là, la domestiquer, la tropicaliser, à la limite la faire dégorger de sa blancheur pour lui faire dire, n'est-ce pas, ce qu'on veut qu'elle dise. N'oubliez pas qu'une langue est conçue pour exprimer une culture. Naturellement, quand on passe d'une culture à une autre, donc d'une langue à une autre, donc forcément il y a des limites de cette langue-là. Mais comment faire maintenant pour que la langue française puisse avoir cette possibilité de dire ce que nous voulons dire avec les mots avec lesquels nous voulons le dire? Il faut tout simplement les dégorger de leur blancheur, n'est-ce pas, et les investir de réalité africaine. Voilà, M. Sylla, nous voulons savoir aussi quels sont les grands thèmes qui ont été développés dans les soleils des indépendances. Bon, vous savez, dans les soleils des indépendances, il y a une multitude de thèmes. Peut-être qu'on va essayer simplement de prendre les plus importants. Donc ces thèmes-là sont d'abord, qui dit soleil des indépendances, forcément pense, n'est-ce pas, aux indépendances. Moi, si j'avais à faire peut-être la typologie ou l'organisation par ordre d'importance, n'est-ce pas, des thèmes, j'allais tout simplement prendre comme premier thème, donc
les indépendances. Donc les indépendances, naturellement, parce que c'est déjà, donc on le retrouve déjà dans les titres, dans le titre. Donc le soleil des indépendances, c'est cette période des indépendances, cette période-là qu'on pourrait appeler une période noire. Tout à l'heure, vous avez évoqué, n'est-ce pas, la connotation de soleil. Est-ce que le soleil est connoté positivement ou négativement? À mon avis, négativement, parce que le soleil était connu pour ce qui vient, n'est-ce pas, donc en quelque sorte, d'abord mûrir les récoltes, ça c'est une connotation du soleil, mais aussi c'est le soleil, n'est-ce pas, qui éclaire. Mais ici, le soleil est assimilé, à l'harmattan. Si je ne me trompe pas, il y a une figure de style, oui, la métaphore. Oui, la métaphore. Donc la métaphore ici du soleil renvoie, n'est-ce pas, à la chaleur de l'harmattan. Parce que, donc, l'espace, donc, disons, du soleil, l'espace du roman, n'est-ce pas, c'est dans un pays sahélien. On sait que cette période, il y a une période de l'année où véritablement le soleil tape fort. Donc c'est ce soleil-là connoté négativement qu'on retrouve, n'est-ce pas, et qui renvoie, n'est-ce pas, à la dureté des temps, du temps des indépendances. Donc c'est un style métaphorique. Voilà, c'est un style métaphorique. Et d'ailleurs, c'est normal. Comment le comprendre? C'est d'abord comprendre le fonctionnement de la société malinké, mais c'est comprendre toutes ces figures-là. Parce qu'il écrit, n'est-ce pas, de manière assez imagée. Et j'ai eu à vous le dire tout à l'heure. Donc, Dadje le dit. En Afrique, le mot dit plus qu'il ne semble dire. Donc, il faut, n'est-ce pas, se mettre dans la sociologie, n'est-ce pas, donc de l'ancrage du roman et en même temps, n'est-ce pas, l'interpréter en fonction de cette sociologie-là. Donc, ces soleils, n'est-ce pas, donc les indépendances constituent véritablement le thème principal. Parce que pour Kourouma, les indépendances ont été piégées. Ce sont des indépendances, n'est-ce pas, qui auraient dû être des indépendances, n'est-ce pas, qui vont apporter le bonheur, des indépendances qui vont apporter, n'est-ce pas, donc la prospérité, qui vont, n'est-ce pas, promouvoir l'homme noir, mais c'est véritablement donc une catastrophe parce que les indépendances n'ont fait que elles ont été dévoyées, elles ont été, n'est-ce pas, trahies, n'est-ce pas, et c'est la raison pour laquelle partout, donc, il y a une image, n'est-ce pas, la bâtardise qui est considérée même comme un thème, n'est-ce pas, qui renvoie véritablement à la grande déception, n'est-ce pas, que Fama avait connu. Rappelez-vous, il y a un passage dans le roman où il dit, à l'époque des indépendances, Fama avait jeté femme, enfant, pour aller se griser dans les indépendances. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'espoir en ces indépendances-là. Donc voilà pour le thème donc, de l'indépendance. Donc il dénonce le parti unique, il dénonce la gabégie, il dénonce les violences perpétrées contre les populations, il dénonce, n'est-ce pas, donc tous ces travers-là, n'est-ce pas, et qu'on retrouve et qui ne sont pas l'apanage d'un seul État africain, mais qui étaient pratiquement ce qui se passait un peu partout. Parce que Kourouma, c'est véritablement le panafricain, c'est véritablement celui dont les récits dépassent véritablement son cadre immédiat. Donc il est ivoirien, mais quand on lit ses romans, on se rend compte qu'en réalité, ce qu'il dit dépasse de loin, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire et embrasse donc la manière de faire, n'est-ce pas, de tous les pays africains de manière générale. Alors, grosso modo, beaucoup de thématiques. Oui, donc il y a aussi il y a aussi le thème, n'est-ce pas, donc de l'excision, n'est-ce pas, certainement comme une femme, ça vous concerne. Donc parce que Salimata, n'est-ce pas, a été excisée, ensuite violée pendant l'excision par un guérisseur. Donc, visiblement, elle est traumatisée et à la limite, même cela va faire naître un autre, n'est-ce pas, thème qu'on pourrait prendre comme thème, c'est-à-dire la stérilité, parce qu'elle va passer, par concours de circonstances, on ne sait pas, scientifiquement, on ne sait pas, mais en réalité, Salimata se retrouve stérile. Donc, par concours de circonstances, est-ce que c'est pas lié? Est-ce que l'auteur n'a pas voulu, n'est-ce pas, par la même occasion, donc montrer en quelque sorte les dangers, n'est-ce pas, de l'excision? Donc voilà, n'est-ce pas? Donc, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette dernière ne pourra pas donner, n'est-ce pas, un fils, un descendant, n'est-ce pas, à Fama. Il y a aussi l'autre thème. C'est le thème, n'est-ce pas, de la ville et du village. Et toujours,
n'est-ce pas, on a ces deux personnages antithétiques qui malgré tout sont mari et femme, parce que Salimata, n'est-ce pas, c'est tout simplement celle qui réussit en ville, celle qui parvient à tirer son épingle du jeu en ville, et à côté vous avez, n'est-ce pas, donc Fama qui ne se sent véritablement vivre que lorsqu'il est dans l'espace traditionnel. Cette opposition espace traditionnel, espace, n'est-ce pas, citadine ou modernité, n'est-ce pas, tradition, on le retrouve parce que le traitement de l'espace dans le roman négro-africain est assez intéressant. Parce qu'en ville, on s'y perd. En ville, c'est la modernité. En ville, c'est une nouveauté en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc les gens fondent dans l'anonymat. Alors que dans l'espace traditionnel, donc on a comme l'impression d'avoir, n'est-ce pas, donc la solidarité. On connaît, on est dans son espace naturel, on est, n'est-ce pas, parmi les, n'est-ce pas, les siens. Donc on a la solidarité, on a l'entraide, etc. Alors que, n'est-ce pas, la ville, c'est tout simplement le lieu où l'on se fond dans l'anonymat, n'est-ce pas? D'ailleurs, Fama, à chaque fois qu'il vient en ville, il devient un vautour. On ne considère même plus son titre de prince, etc. Il entend ce truc de prince-là lorsqu'il est, n'est-ce pas, donc dans le village. Donc cette opposition, n'est-ce pas, entre l'espace traditionnel et l'espace donc de la ville. Malheureusement, on ne peut pas développer tous les thèmes qu'on peut tirer sur les soleils des indépendances. Mais ce n'est pas le seul ouvrage que Amadou Nkrumah a écrit. Amadou Nkrumah a écrit également En attendant le bec des bottes sauvages, publié en 1999. Amadou Nkrumah donc a essayé d'expliquer donc cet ouvrage. Nous allons suivre un extrait donc de cette vidéo tirée de nos confrères de France 2. Amadou Nkrumah, je voudrais simplement vous lire, vous disiez tout à l'heure 120%, je vais vous prouver que ce n'est pas tout à fait. J'ai ici un rapport de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un rapport d'observation de la mission conjointe OUA à la francophonie, élection présidentielle au Togo, 21 juin 1998. Nous lisons ceci, page 10. Un référendum constitutionnel est organisé le 27 septembre 1992. Le oui obtient 98,11% des suffrages exprimés, etc., etc., etc. Alors, vous avez décidé de rire d'une certaine manière de ça, en tout cas de raconter cette farce tragique que constituent les dictatures en Afrique. Et ces dictatures viennent aussi du colonisateur qui les a fait mûrir. Oui, ces dictatures viennent du colonisateur, mais il y avait une période, les dictatures ont prospéré, ont commis des crimes, c'était leur période de splendeur sous la guerre froide. La guerre froide a permis à la dictature, aux dictatures de faire tout ce qui est aberrant, tout ce qui est incompréhensible vient de la guerre froide. De toute façon, la colonisation, c'était le colonisateur, c'était avant la guerre froide, mais la guerre froide mon livre, c'est sur les dictatures pendant la guerre froide. Et la manière dont l'Occident ferme les yeux sur tout. Voilà, l'Occident était... il suffisait qu'un dictateur dise que ceux qui veulent se révolter chez moi sont des communistes et que l'Occident intervienne aussitôt. Quels que soient ces crimes. Quels que soient les crimes. Alors, le Sora, hein, c'est donc celui qui dit la parole. Ouais. Je vais me permettre de citer la dernière phrase de votre livre. Et cette dernière phrase est donc dans la parole de celui qui raconte. La nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver. Est-ce qu'on est encore dans la nuit en Afrique? Oui, on est encore dans la nuit. On est encore dans la nuit, mais le jour arrivera. On est encore dans la nuit commence à s'éclairer un peu, puisque nous avons un peu la parole. Il y a la parole que nous avons déjà, et la parole c'est beaucoup. Voilà. Quelqu'un veut intervenir sur cette autre phrase qui est superbe et qui d'une certaine manière clôt le livre aussi. L'Afrique est de loin le continent le plus riche, en pauvreté et en dictature. Oui, l'Afrique est de loin le continent le plus riche, en pauvreté et en dictature. Oui, parce que la guerre froide avait créé des dictatures incroyables et nous avions toutes sortes de dictatures qui prospéraient.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous montrez, on reviendra sur le rôle du colonisateur dans une seconde, mais c'est que vous montrez aussi toute l'importance de la magie dans l'exercice du pouvoir. Oui. Alors, la magie dans le pouvoir est très très important en Afrique. C'est très très important et le dictateur que je présente a échappé à plusieurs complots à cause de la magie, à cause de sa maman, à cause du marabout qui était là. Et le dictateur, quand il assassine quelqu'un à cause de la magie, il l'émascule, il met le sexe dans la bouche, parce qu'on fait ça pour le coup, il y en a plein de livres. Il y en a plein de choses. Et tout ça, c'est la magie. La magie a une importance très très importante. Et il y a un des dictateurs, dans le dictateur au totem Caïma, il emprisonne tout le monde, ses parents, ses frères et tout, parce que le marabout lui a dit que celui-ci était un de ses ennemis, et donc il l'emprisonnait. Alors, puis vous dites aussi à un moment que les Français font des prisons trop petites parce que justement, ils ne comprennent pas qu'en Afrique, quand un dictateur se débarrasse de quelqu'un, il faut qu'il se débarrasse de toute sa famille parce que la vengeance sera terrible. Sinon, vous dites que les Français n'avaient rien compris aux nègres, ils ne savaient pas que lorsqu'on condamne un nègre à mort, c'est tout un clan qu'il faut savoir faire disparaître pour avoir la paix dans le pays. Voilà, ça c'est le dictateur, l'opinion du dictateur au totem Yen qui avance ça. Alors, attendez, alors là, il faut les identifier parce qu'on les reconnaît trop facilement. Le totem Caïman, le totem Yen, c'est qui alors dites... Le totem, chaque Africain a un totem. On peut appeler la personne par son nom ou bien par son totem. Quand on flatte quelqu'un, on lui dit totem. Donc c'est la désignation de la personne, de son totem Caïman. Ça veut dire qu'il a un totem, c'est son identité. Voilà. Vous ne nous direz pas à qui vous pensiez. Hein? Vous ne voulez pas nous dire Merci, Médée. À qui vous pensez? À qui vous pensez dans... Alors le totem Caïman, c'est qui le totem Caïman? On peut... Bon. Le totem Caïman... Il y a un des dictateurs qui habite dans un pays qui est plutôt dans le Maghreb. Il y en a un autre qui fait construire une immense cathédrale dans son village natal. Il y en a un troisième qui se promène toujours avec une canne et une toque léopard. En fait, on les voit défiler, tous ceux on les regarde à l'image, et tous ceux-là, on les reconnaît. Il n'y en a pas un qui sort du lot. Un qui sort du lot. Koyaga, lui-même, il sort du lot. Lui-même, il est dictateur Totem Faucon, il sort du lot. L'histoire est construite autour de lui, autour de sa façon de vivre. On vient tout juste de suivre donc une interview, une émission donc d'Ahmadou Kourouma qui essaie d'expliquer cette œuvre romanesque. En attendant le vote des bêtes sauvages, là, M. Sylla, Ahmadou Kourouma essaie de dénoncer donc les dictateurs des pays africains. Oui, donc vous savez, Ahmadou Kourouma ne déroge jamais à cet engagement-là, parce qu'il fait partie véritablement des romanciers, des écrivains, en tout cas les plus engagés donc de son époque, à l'image des Soni Laboutanzi, à l'image, n'est-ce pas, des Henri Lopez. Donc ils sont assez nombreux, n'est-ce pas, donc qui à un moment donné donc se mettent à dénoncer. C'est tout simplement une suite logique de la mauvaise gestion des indépendances, parce que les indépendances, on a des phases dans cette période-là. Donc il y a une première période marquée par les dictatures civiles, mais une fois que les dictatures civiles auront fait leur temps, ce sont les militaires qui arrivent au pouvoir. On pensait peut-être, n'est-ce pas, tirer notre épingle du jeu. Malheureusement, mal nous en prend, parce que donc c'était pire encore que les dictatures civiles. Donc on est parti de régimes, n'est-ce pas, dictatoriaux en régime
dictatoriaux. Donc, par conséquent, c'est cette succession-là de violence en violence. Je crois que si vous aviez, donc, si on avait peut-être un jour, on aurait l'occasion de parler, n'est-ce pas, d'une vie et demie de Soni Laboutanzi, mais véritablement, il y a un personnage qu'on surnomme Cœur de Pierre. Il gère la police secrète. Donc, et c'est en réalité, donc, dans la continuation et dans cette logique-là que, en attendant le vote des bêtes sauvages, s'inscrit dans cette logique-là. C'est une œuvre véritablement où on annonce vertement, n'est-ce pas, donc cette dictature, cette manière, n'est-ce pas, donc de brimer les populations africaines, cette manière, n'est-ce pas, de les violenter, cette manière aussi, donc de certaines chancelleries d'être véritablement complices des systèmes en place. À part en attendant le vote des sauvages, il y a aussi Allah n'est pas obligé, publié en 2000. Oui, Allah n'est pas obligé, donc c'est un titre tronqué. Il voulait l'atrocité humaine. Voilà, c'est ça. Il dit, par d'un enfant soldat. Oui, Ibrahima, n'est-ce pas, qui est un enfant soldat, n'est-ce pas, et parlant, n'est-ce pas, du titre, il disait, donc le titre complet c'était Allah n'est pas obligé d'être bon. C'est-à-dire un moyen simplement de nous montrer en fait que dans toute chose, là n'est pas obligé d'être bon. Oui, si là. C'est ça. Donc en quelque sorte, n'est-ce pas, il est en train de nous montrer qu'en fait, quand ce qui nous arrive, dans ce qui nous arrive, il y a toujours notre main dedans. Donc en quelque chose. Donc pour moi, cette œuvre-là, c'est une œuvre qui remet en question notre responsabilité de ce qui nous arrive. On a tendance très souvent, n'est-ce pas, à vouloir tout, n'est-ce pas, mettre sur le dos, comme on dit, Dieu a bon dos. Donc tout ce qui nous arrive, même si on en est l'artisan, on a tendance à dire que il ne saurait en être autrement, Dieu l'a voulu ainsi. Donc cette œuvre-là est tout simplement une œuvre qui nous recadre et qui nous replace devant notre responsabilité, et il prend comme prétexte, bien sûr, n'est-ce pas, un enfant soldat, et il dénonce par la même occasion, bien sûr, n'est-ce pas, l'utilisation de ces enfants soldats-là, donc pendant la guerre du Libéria, pendant la guerre civile en Sierra Leone, etc. Disons, dans cette partie ouest de l'Afrique, n'est-ce pas, on a utilisé, et en Afrique centrale aussi, donc les enfants soldats, donc qui ont véritablement, dont la place n'est pas véritablement à tenir une Kalachnikov, mais dans une classe. On ne peut pas tout énumérer, mais le dernier ouvrage, et si on refuse, on dit non. Oui, si on refuse, on dit non. C'est toujours, même le titre est assez illustratif, en tout cas est assez parlant. Donc lui a toujours, n'est-ce pas, fidèle à sa logique, en quelque sorte, n'est-ce pas, de montrer en fait qu'il faudrait simplement prendre ses responsabilités, il faut tout simplement s'insurger devant, n'est-ce pas, des situations jugées, n'est-ce pas, inacceptables. Donc cet ouvrage-là aussi est tout simplement une œuvre qui s'inscrit en logique du refus de Amadou Kourouma, chaque fois, n'est-ce pas, à montrer qu'en réalité, donc il faudrait aller dans le sens donc de critiquer les choses. Il faut prendre, n'est-ce pas, il faut être le véritable intellectuel au sens premier du terme, c'est-à-dire donc prendre ses responsabilités, mettre ses connaissances, mettre, n'est-ce pas, donc son savoir-faire, n'est-ce pas, au service de ses compatriotes. Donc quand on refuse, on dit non. C'est véritablement, n'est-ce pas, un plaidoyer, n'est-ce pas, c'est tout simplement une œuvre qui vient dénoncer toujours dans cette logique donc de gestion des pouvoirs, n'est-ce pas, cette logique, n'est-ce pas, donc de nous rappeler encore une fois nos responsabilités et de montrer en réalité, comme il le dit, quand on refuse, on dit non. On ne peut pas tout simplement, n'est-ce pas, se confier, n'est-ce pas, à Dieu éternellement. En tout cas, il a été avec un ton implacable pour dire quand on refuse, on dit non. Effectivement. Et 10 heures de vérité, tout, on peut tout dire sur Amadou Kourouma. En tout cas, merci à vous, monsieur Ousmane Sylla, professeur de français au lycée Limamoulaye. En tout cas, ce que vous venez de dire montre bien évidemment que vous avez bien réussi votre soutenance de mémoire, de maîtrise sur Amadou Kourouma. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, c'est pour le plaisir. Donc, et pour moi, donc, je vous remercie, vous, de m'avoir invité, comme je l'ai dit en introduction. Donc, je remercie le directeur, n'est-ce pas, de cette télévision. Donc, je remercie mes camarades, n'est-ce pas, collègues de la cellule de français du lycée Seydina Limamoulaye. Donc, je remercie aussi ma famille, particulièrement ma femme et mes 2 filles.
Merci à vous, M. Ousmane Sylla, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons essayer de suivre ce qui se passe en ce moment dans le monde, ce qui se passe en ce moment chez nous. Voilà, le coronavirus, cette pandémie qui hante le sommeil de tout un chacun. Dans le monde de la culture, nous avons perdu un grand musicien. Il s'agit de Manu Dibango. Nous allons suivre ce portrait dressé par Safiatou Cissé. La vie de Manu Dibango a été entièrement consacrée à la musique. Il s'est fait connaître avec un tube planétaire, quelques accords au saxophone et un refrain entêtant en 1972. Soul Makossa entre dans la légende. Étonnant dessin pour cette phase B, dont 45 tours, dont le titre phare était un hymne pour l'équipe de foot du Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Répété par des DJ new-yorkais, le titre fera la conquête des États-Unis et connaîtra 1000 vies. Manu Dibango accusera même Michael Jackson de plagiat sur un morceau de l'album Thriller avant qu'un accord financier soit trouvé. Manu Dibango était né au Cameroun en 1933. C'est dans la chorale du Temple où sa mère est professeure qu'il s'initie au chant, tandis que le gramophone parental lui fait découvrir les musiques françaises, américaines et cubaines importées par les marins débarquant dans le port de Douala. Il a 15 ans quand son père l'envoie étudier en France. 3 semaines de bateau pour arriver jusqu'au port de Marseille avec, comme il le raconte dans sa bibliographie, 3 kg de café dans son sac. Une denrée rare dans la France de l'après-guerre, de quoi payer un mois de pension. Le jazz entre alors dans la vie de Manu Dibango. Il n'en sortira plus. Le saxophone devient son instrument fétiche. Il rencontre le musicien Francis Bébé. Camerounais comme lui, forme un groupe. Il se produit dans des clubs et rate son bac. Son père lui coupe les vivres. Direction la Belgique où son jazz s'africanise au contact de la communauté congolaise en pleine effervescence. Le Congolais belge devient indépendant en 1960. Manu Dibango part pour Léopoldville. Il dirige un club et lance le twist. Au début des années 1960, son pays, le Cameroun, est en guerre civile. Il rentre en France. Il découvre le rhythm and blues des stars françaises de l'époque comme Nino Ferrer, Longage comme musicien. Dans les années 90, Manu Dibango enregistre un album de reprise des plus grands tubes africains. Waka Africa, Un voyage de Dakar à Cape Town. Youssou N'Dour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Peter Gabriel y participent. Suivront beaucoup d'autres albums pour cet inventeur avant l'heure de la world music. Manu Dibango, âgé de 86 ans, est décédé ce mardi 24 mars 2020 des suites du Covid-19, maladie provoquée par le nouveau coronavirus. Le monde de la culture a aussi perdu un grand homme. Il s'agit d'un journaliste sportif, d'un grand comédien, Golbert Diagne. Nous allons suivre un portrait qu'on a fait sur lui. C'est signé Fatoumata Seydi. Le réveil a été brutal ce vendredi suite au rappel à Dieu de El Hadj Golbert Diagne. Ce 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance, l'artiste est décédé suite à une longue maladie. Le comédien accompli et complet était l'un des plus distingués de la troupe théâtrale Barayego, patrimoine culturel de l'ancien capital de l'AOF Saint-Louis et monument du théâtre sénégalais. Barayego, qui rappelle beaucoup de souvenirs, a été un déclic pour Golbert, qui a bien réussi son rôle. À côté de Marie-Madeleine Diallo, Daoudo Guissé, El Hadj Mansour Seck, Serigne Fall, Khaliba, Mamsey, pour ne citer que cela, à 78 ans, le comédien atypique dans son actif a une carrière artistique et journaliste très longue de plusieurs dizaines d'années. Sa compétence et son imagination fertile, son sens de l'humour, ses œuvres ont fait le tour du Sénégal et des pays de la sous-région. Cette figure emblématique de la ville de Saint-Louis a réussi également la prouesse
d'implanter une grande station de radio régionale qui trône imperturbable au milieu de l'île de Saint-Louis, à quelques encablures de la gouvernance des immeubles Rogna au sud-nord de la place Faidherbe. 23 longues années, c'est le temps parcouru par cette radio régionale Teranga FM de Saint-Louis, portée sur les fonds baptismaux en 1996 par le doyen Alioune Badara Diagne, directeur de la 3e chaîne de la RTS, La Voix du Nord. Ce journaliste et comédien, à travers les activités de cette radio, a formé de nombreux journalistes. Golbert Diagne, vu son talent et son parcours exceptionnel, fait partie des 46 heureux et personnalités élevées à la dignité de l'ordre du Grand Croix et Mérite en décembre 2015 par Macky Sall. El Hadj Badara Diagne rejoint ainsi Sey Diop, Serigne Fall, El Hadj Mansour Seck, Thiam Dollar, entre autres. Le théâtre perd son monument. Golbert laisse derrière lui une génération qui a encore besoin de guides comme lui. En cette période de coronavirus, tout le monde est inspiré, même par la musique. La poésie n'est pas aussi en reste. Nous allons suivre une poésie faite par Salama Seydi sur le coronavirus. L'espoir est permis si le peuple sénégalais est conscient de ce fléau. L'espoir est permis si le peuple sénégalais est conscient de la véracité du coronavirus. Il est là, le coronavirus. Il est là et il fait des ravages. L'espoir est permis si ensemble nous luttons et combattons cette pandémie. Il est si minuscule, mais nous sommes si intelligents que nous allons rester chez nous. Il est si rapide, mais nous sommes si vigilants que nous allons nous laver les mains. Il est si invisible, mais nous sommes si intelligents que nous allons porter des masques. Plus de salam alek avec nos mains. Et soyons distants, loin de nous tout rassemblement. Que le bon Dieu nous prête de longue vie. Que l'espoir renaisse. Qu'il nous guérisse de ce coronavirus. Qu'on le chasse de notre territoire. Telle est notre prière. Nous laissons nos familles pour venir à vos chevets dans le seul espoir de vous voir guérir. Nous abandonnons nos lits pour veiller à vos côtés. Nous partageons tout avec vous. Vos souffrances, vos désarrois, vos inquiétudes. Nous, agents de santé, avons prêté serment de franchir toute barrière pour venir en aide. Si seulement vous pouvez rester chez vous, pour qu'ensemble nous combattions ce fléau. Vous êtes nos alliés et nous sommes vos amis. Votre santé est notre priorité, elle n'a pas de prix. Pour nous aider aujourd'hui, c'est vous qui devrez venir à notre secours. Aidez-nous à terrasser cette pandémie qui est le coronavirus en restant chez vous. Point de déplacement pour éviter toute propagation du virus. De grâce, aidez-nous à vous aider. Salama Seydi. Voilà un autre slam, cette fois-ci, c'est avec Black Yaay Fall. Nous allons suivre son slam. Corona baa ngi lëmbe àdduna baa ngi nekk ci ay jafe-jafe yu ànd ak naqar tiis ak dumuranke ngir xeex jàngoro bi yomb na ñun ñoom jël suñu ay matuwaay te topp ndigal ñi yor wàllum paj mi toog ci kër yi di raxasu saa ñu génnee ci wanag wi di raxasu saa ñu génnee di raxasu it saa yi ñu ñandoo ba sànni ko ci mbale bi topp ndigal takkukatu der yi tamit moytu nuyoo yu bari yeeg lëkkaloo yi moytu mbooloo yi ndax kat fagaroo gën faju te ku la ne sangul ku ne sa taar la bëggal def leen ni man ak ñu mel ne man toog ci kër yi sàmm njaboot bi ndax corona bi loolu rek moo ko fiy jëlee ndax corona duñu ko may dara. Voilà, ainsi prend fin cette émission Cercle des Arts. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Aujourd'hui, je suis avec Pape Goragay. Merci. Merci côté montage à Barak Mbaye.
Merci également côté accoutrement à Rabi Sissi Couture, à Ouest Foire. Merci côté coiffure à l'Institut de beauté Kumbis.